Bien, donc moi je vais vous parler du BPCO en réa. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ces patients-là. Alors je m'occupais plutôt de la transplantation avant, donc je les voyais quand il fallait les greffer. Et puis maintenant, ayant changé de centre, et ben, je les vois avant. Et c'est vrai que c'est un autre domaine. Et on va en discuter ensemble. Donc j'ai quelques conflits d'intérêts avec les ventilateurs de l'industrie. Donc on va parler de la BPCO, juste pour redire, parce qu'après on parlera de l'asthme. Donc la BPCO, dans la définition, c'est un trouble ventilateur obstructif qui n'est pas réversible ou partiellement réversible avec des bronchodilatateurs, et donc ce trouble obstructif persévère. Donc on peut avoir une atteinte de bronchite chronique avec des exacerbations à répétition, et puis certains auront ou pas de l'emphysème associé. Donc la clinique est assez simple, et nous, on va être sollicités pour les recevoir quand ils sont décompensés de leur fonction respiratoire, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc généralement, il y a une agression qui peut être bactérienne, virale, pollution, environnementale, qui entraîne de l'inflammation, qui s'exacerbe, et c'est cette inflammation chronique qui crée l'emphysème, la sécrétion de mucus abondante dans les voies aériennes, et un remodelage des voies aériennes qui rétrécissent en volume, en calibre, pardon. Et du coup, on comprend bien qu'on a ce trouble ventilatoire obstructif qui apparaît. Et puis, quand il y a de l'emphysème, une anomalie associée à l'augmentation des résistances, une anomalie de la compliance du système respiratoire qui devient de plus en plus souple, comme on peut voir sur ce petit dessin, avec des alvéoles, des parois qui lâchent et des alvéoles qui sont de plus en plus grandes, avec des tensions de surface qui se modifient. Donc il y a une classification, et je pense que pour nous, c'est déjà très bien d'avoir juste ça en tête. Gold, 1, 2, 3, 4 en fonction du VMS. Et puis ensuite, il y a E, A et B en fonction de... Donc E, c'est l'exacerbation. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des exacerbations fréquentes? En gros, quelqu'un qui arrive aux urgences, est-ce qu'il a déjà été en réanimation? Là, vous avez tout de suite à peu près une idée du type de patient. Ou alors, si c'est la première fois, qui décompense. Est-ce qu'il a déjà été hospitalisé dans l'année sans avoir besoin de réanimation? Est-ce qu'il est déjà ventilé? Donc ça, c'est assez simple. Et on rajoute à ça une échelle de dyspnée, où on veut savoir, en gros, qu'est-ce qu'il est capable de faire à la maison, avec ou sans oxygène, dans la vie de tous les jours. Donc, l'échelle MRC, qui revient à la dyspnée d'effort. Et donc, on peut graduer comme ça nos patients. J'ai remis dans la présentation les échelles, mais vous pourrez les voir. Donc, il y a plein de comorbidités, souvent, sous ces patients BPCO. Donc, on va se focaliser sur la détresse respiratoire, parce que c'est ce pourquoi on est sollicité. Mais il y a d'autres soucis. C'est des patients fumeurs, plus ou moins artéritiques, qui peuvent avoir de la cardiopathie, de l'hypertension, de l'inactivité, une sarcopénie, de l'inflammation chronique, des infections à répétition, de la colonisation, etc. Donc ça, il va falloir essayer de faire assez vite le tour pour savoir à quel type de malade on a affaire. Après, on essaie de faire un peu des clusters. Est-ce que c'est des patients plus inflammatoires, moins inflammatoires, plutôt infectieux, viral, bactérien? Essayer de trouver ça. On a fait des études avec la PCT, pas de PCT. Est-ce que c'est environnemental? Est-ce que c'est infecté? Je trouve que c'est pas si évident que ça aujourd'hui dans la vie de tous les jours. On regarde aussi si, par exemple, ils ont une hyperéosinophilie ou pas. Il y a des données qui trouvent un peu des intérêts à ça, mais on a du mal quand même à vraiment, je trouve, en tout cas quand on est sollicité aux urgences, faire comme ça la part des choses. Et finalement, dans la thérapeutique qu'on met en place en phase de détresse, donc les patients sont dans un état grave, permet pas toujours de faire la différence. Donc ils sont en dyspnée, donc il y a la polypnée, l'hypoventilation alvéolaire du fait de la distension. Ils ont un diaphragme qui se distend, donc le diaphragme s'aplatit, donc il est moins efficace, donc on a un balancement thoraco-abdominal. Il va y avoir l'utilisation des muscles accessoires qui ont pour rôle d'épargner le travail respiratoire du diaphragme, donc pour avoir une empilation antéro-postérieure, donc le sternocléidomastoïdien, les muscles intercostaux. Le patient peut faire du lipping, comme pour créer de l'autopep et améliorer son balancement et ses retards qu'il a de flux entre l'inspiration et la pression télé-expiratoire qu'il a dans ses alvéoles. En un point de vue hémodynamique, on peut arriver avec des patients qui ont aussi un cœur pulmonaire chronique qui peuvent décompenser, ou une insuffisance cardiaque gauche liée à leur traitement, à leur comorbidité, et donc une part aussi associée cardiaque, et c'est assez d'ailleurs fréquent. Le pouls paradoxal, quand on en vient à avoir de l'inflation dynamique, et donc une ventilation qui a un effet sur la résistance vasculaire pulmonaire et qui entraîne des variations de pression en fonction de la respiration. Donc on a les gaz du sang, on recherche souvent une hypoxémie, une acidose. L'hypercapnie, l'état de base, on ne la connaît pas, mais la cynos nous dit que ce n'est pas son hypercapnie habituelle. Il y a souvent une réserve alcaline élevée. Ils sont polyglobuliques, on va regarder s'il y a de l'hyperleucocytose ou pas, donc est-ce qu'ils sont plutôt inflammatoires. On va faire le bilan des autres comorbidités. Les dédimères, ce n'est pas très fiable, il faudra toujours avoir en tête, et on montrera après qu'il y a quand même souvent des EP. La distension, avec la radio pulmonaire. L'écho sur l'emphysème, on ne voit quand même pas très bien, on peut essayer de chercher des pneumothorax par contre. Et puis le CG avec des signes droits ou de l'insuffisance cardiaque gauche qu'on cherche. L'EP, c'est à peu près dans les études multicentriques, enfin les études, les méta-analyses, on retrouve autour de 10%.
Et il y en a dans différents territoires, mais quand même dans les artères pulmonaires principales, dans 40% des cas, 35% des cas, pardon. Donc ça peut quand même avoir un impact très fort sur le cœur pulmonaire chronique s'il existe, et puis la dysfonction en cours. Les prélèvements, donc ça c'est un peu dépendant des centres finalement. Donc on a fait tout l'hiver recherche Covid, grippe, VRS. On peut faire des ingénieries parce qu'il peut faire des pneumonies franches lobées aiguës, donc pneumocoque et légionnelle. Quand il y a beaucoup d'expectoration et s'il y a des antécédents de cure antibiotiques à répétition, ça peut être pas mal de voir à quoi ils sont colonisés. Et puis nous, à Bayonne, on avait la multiplex haute, donc qui recherchait un panel de virus et de bactéries, notamment intracellulaires. Et cet hiver, on avait pas mal de mycoplasmes. Donc ça, c'est intéressant, soit en multiplex, soit en recherche directe. Et puis dans le bilan, c'est la fonction cardiaque associée gauche, comme je vous disais. Donc l'écho-cœur est un peu systématique aujourd'hui. Les traitements, il n'y a rien de très nouveau. On fait de l'aérosolothérapie. Moi, j'avais souvent les EFR pour les transplants. On disait, s'ils ont des EFR sans aucune réversibilité, à quoi bon faire des bronchodilatateurs? Finalement, ça n'aura pas d'effet sur le VMS, mais ça va jouer sur le volume de réserve, la distension. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les études physiologiques. Donc, ils gardent leur place, bien sûr. Le vecteur utilisé, c'est l'air. La cible, elle est bronchique proximale. On n'est pas dans de l'aérosolothérapie alvéolaire à flux laminaire. Donc, c'est tout à fait possible. On utilise plutôt en première ligne les bêta-2, anticholinergiques type Atrovan aussi, plus ou moins. Alors, parfois, ça peut créer des sécrétions plus épaisses. Donc, c'est à voir, suivant les patients, comment ils les tolèrent. Les corticoïdes, alors je trouve qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. C'est systématique quand ils sont graves, mais en même temps, si on en donne tout le temps, au bout d'un moment, ça a des effets indésirables au long cours. Donc, c'est pas si simple. Dans les études, par exemple, sur New England, c'est des patients des urgences, qui ne sont pas forcément en réanimation. Et c'est vrai qu'ils s'améliorent plus vite. On retrouve des PO2 qui remontent plus vite et ils ont de l'inflammation. Je pense qu'il faut probablement le cibler sur les plus graves ou ceux chez qui la crise passe pas vite ou qui ont des bronchorées importantes. Mais bon, c'est dans les recommandations. Il y en a qui ont regardé aussi s'il fallait faire plutôt chez ceux qui avaient des éosinophiles, plus de 2%, pour essayer de trouver, donc c'est des endométrioses contrôlées, ils trouvaient un petit effet, c'était mieux d'être dans le groupe qui avait des éosinophiles et qui avait des corticoïdes que celui qui n'en avait pas et qui avait des corticoïdes. Donc il y a probablement des choses à faire. Elle est quand même beaucoup faite. Si elle est faite, elle doit être de courte durée et en gros 30-40 mg. Mais un BPCO qui s'améliore très vite, honnêtement, il n'a pas forcément des corticoïdes. Dans la vraie vie en réanimation. Les antibiotiques, si on pense que c'est une cause infectieuse, donc quand c'est des formes graves, on a du mal à ne pas les mettre. On va regarder après. Si on n'a pas d'image du tout à la radio, on va s'abstenir. On va chercher peut-être un autre phénomène, environnemental, toxique, prise de benzo, j'en sais autre chose. Traumatisme parfois, fracture de côte ou autre. On voit plein d'étiologies possibles. Et donc ça... classique quand c'est des patients plutôt communautaires, puis quand ils sont déjà venus en réa et qu'ils reviennent, on finit par avoir du PIO. Donc parfois ils arrivent parce que le médecin traitant a déjà mis de l'augmentin pendant 5 jours et ça ne marchait pas. Ils sont toujours à 39 et puis on a des images radio. Donc là, on va élargir l'antibiothérapie et plutôt faire des prélèvements s'ils le tolèrent ou pas. Les autres traitements, il y a le pneumothorax qu'il faut penser. Alors il y a pneumothorax et bulle, donc il faut éviter de mettre un drain dans une bulle. Donc ça reste un problème. Ça, c'est un patient du service. Donc avec des grosses bulles, pas un pneumothorax. Et puis les bulles, elles peuvent aussi, quand on a de l'inflation dynamique, gonfler et venir entraîner une compression du retour veineux. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients en état de choc sur une bulle en inflation dynamique, très fort. Donc là, on est embêté parce que ça ne se draine pas dans ce cas-là. Et bon, on peut arriver avec des moyens parfois un peu particuliers. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Nutrition, c'est important. Dysfonction cardiaque, on est souvent associé à des diurétiques. Parfois, ils ont été en cardio en première ligne des urgences, puis on nous appelle après parce que ça ne passe pas. Et finalement, c'est la part BPCO qui explique le tableau. Et du coup, ils sont à prendre en charge après avoir eu beaucoup de diurétiques, donc des réserves alcalines qui sont parfois très élevées. Et donc, ça peut nous arriver d'avoir besoin de la baisser un peu. S'ils ont un 45 de bicard, alors que ce n'est pas leur taux de base parce qu'ils ont été diurétiqués en usique pendant 2 jours et que ça ne va pas mieux. Donc ça arrive. La nutrition, il faut essayer de préserver l'état antérieur, donc on va faire attention à l'apport calorique. Ils ont une grosse dépense énergétique pour respirer avec leur diaphragme et leurs muscles accessoires. Comme les patients qui avaient la mucoviscidose avant, c'est des dépenses énergétiques caloriques assez importantes. HBPM pour prévenir le P. Donc ça, c'est vraiment les traitements classiques. On corrige aussi l'hypocalémie, l'hypophosphorémie. Et puis l'anémie, je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est des patients polyglobuliques, et quand ils viennent parfois en réa et qu'ils traînent un peu, on peut se retrouver avec des anémies
où ils arrivent avec une anémie qui peut être la cause de décompensation. Alors, nous, on a des taux très bas en réanimation, mais on n'est pas à BPCO chez ces patients-là. Et donc, un BPCO, je vous mets toujours le papier de l'Everest, mais si vous êtes à 7 grammes d'hémoglobine avec 90 de SAT, c'est l'équivalent d'être à 8000 mètres d'altitude. Et donc, c'est dur pour un patient dans ce cas-là de se sevrer et d'arriver à avancer. Donc, pensez quand même à corriger toutes ces anomalies. Voilà, ça, c'est important. Et après, on va parler un peu là-bas de la ventilation et à qui on l'a fait et quand est-ce qu'on s'arrête, puisqu'on dit jusqu'où on va. On va dire tout ce côté médicamenteux, c'est assez facile à gérer, mais quand on est aux urgences, la question c'est est-ce que c'est sa énième crise, est-ce qu'on va à nouveau le prendre en VNI? Donc la VNI, on a montré, alors c'est français, hein, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, que ça permettait d'améliorer nettement les gaz du sang. Donc c'était un papier dans le New England avec juste 10 patients, vous voyez, à l'époque c'était vraiment des trouvailles. Et quand on faisait ça, le groupe qui avait la VNI, ils étaient 10, il y en avait un seul qui avait été intubé. Alors à lire, c'est vraiment intéressant comment ils ont décrit ça à Mondor quand ils faisaient ça tous les jours. Ils étaient surpris d'avoir toujours pas intubé le patient avec son masque et un espèce de mode aide inspiratoire, c'était pas vraiment ça. Et en même temps, ils mesuraient tout, l'activité myoélectrique du diaphragme avec des électrodes de surface, la pression transdiaphragmatique avec l'œsophage. Enfin, c'était vraiment une trouvaille. Depuis, ça s'est répandu dans le monde entier. Et donc, l'assistance ventilatoire, on va dire qu'elle est cruciale chez le BPCO décompensé en acidose. On va essayer de le faire de manière non invasive. Ça veut dire avoir une palette de masques qui est d'interface, je veux dire, différents types de masques pour s'adapter aux patients. Le mode le plus courant, c'est le mode VSAI. Il y en existe d'autres. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Et puis, si on n'y arrive pas, quand il arrive déjà épuisé, on peut avoir recours à l'intubation, qui n'a pas forcément obligé d'être longue. On n'est pas obligé de faire dormir un patient pendant 2 jours quand on l'intube. Généralement, moi, je le fais dormir pendant 2 heures. Et puis après, je vois ce qu'il est capable de faire une fois qu'il s'est reposé pendant 2 heures. Donc voilà, la sédation, elle doit vraiment être transitoire et on doit essayer de remettre le plus rapidement possible en ventilation spontanée. Donc où est-ce qu'on le fait? Ça peut être dans les urgences, une première séance pour voir comment il se comporte. Et puis si très vite ça va mieux, on n'est peut-être pas obligé de passer par la case soins continus ou réa. On est peut-être des services où il y a des unités de soins continus dans les services de pneumologie ou pas, ça dépend des centres. On ne le laissera pas dans les lits portes des urgences avec une VNI prolongée, bien sûr. En soins continus, si on pense qu'on ne va pas l'intuber, et puis en réa, si on pense qu'on va l'intuber. Enfin, ça, c'est propre à chaque centre. C'est vrai, quand on sait qu'il est gold au moins 3, avec un VMS qui est vraiment compliqué, le patient qui est effondré avec une grosse acidose, au bout d'1 heure, on peut voir que ça va pas vraiment durer et qu'on ne va pas réussir à faire que 24 heures de VNI et tout va bien. Donc on les prend quand même dans ce cas-là assez facilement. Il faut toujours les réévaluer avec la VNI pour voir comment ils répondent. Et alors on peut faire sa première séance dans le cadre des urgences et voir après où est-ce comment on le gère en termes de place. Donc, où aller? J'essaie de regarder un peu les scores de gravité et qu'est-ce qui nous fait dire que... donc, il y avait les Anglais utilisent beaucoup le DCAF score. Alors, DCAF, c'est pour utiliser donc la dyspnée, les eosinophilies, la consolidation sur la radio, l'acidose inférieure à 7,3 et le fait d'avoir une fibrillation atriale. Donc, ils avaient fait une grosse analyse multicentrique sur une grosse cohorte de patients. Ils retrouvaient ces facteurs-là comme facteurs de pronostic de mortalité. Donc, ils ont créé ce score. Donc, c'est intéressant. Mais finalement, donc il marche mieux que les autres, par exemple que notre score Apache. C'est vrai que dès lors qu'on est en 3 ou 4, on a des mortalités au-dessus qui augmentent clairement. Et donc ça peut peut-être nous aider à décider pour faire une limitation thérapeutique, ou en tout cas dire on fera de la VNI, mais on n'ira pas à l'intubation. Alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on voit que quand il y a la première décompensation ici, quand on suit des BPCO graves, ensuite ça va s'accentuer de plus en plus vite. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de savoir... parce qu'en gros, quand on en est il est arrivé là, il était déjà là au mois de juin, il était déjà là au mois de mars. Donc, on est plutôt ici dans la fin, qui est quand même la fin de vie. Et donc, qui peut être de dire à ce moment-là, on va plutôt faire des soins de confort, l'expliquer au patient s'il est capable de le comprendre, et en tout cas à la famille. Et on voit d'ailleurs que la classification de Gauld, donc quand ils sont stade 4, donc avec le VMS... enfin, rien qu'avec le VMS, en gros, en dessous de 30%, 47% font des exacerbations fréquentes, donc ils sont vraiment dans la fin, et on sait qu'après, le décès va être rapide. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'ils peuvent tenir longtemps leur maladie sans faire des formes aiguës, et puis d'un coup, ça capote. En termes de ventilation, on va avoir des patients qui ont des grosses résistances, donc entre la pression de crête et la pression de plateau. On a besoin qu'ils expirent leur autopep, et donc on va juste mettre des fréquences plutôt basses, un débit
en gros à 1 litre seconde, autour de 60 litres minute. Et donc, on va cibler plutôt des volumes courants autour de 6 millilitres kilo. Ce qui n'était pas le cas avant. On voulait enlever du CO2, donc on mettait des gros volumes. Mais ces gros volumes-là, ils créent de l'inflation. Comme ils n'arrivent pas à expirer, il faut limiter la quantité de volume qu'on leur délivre. Et donc, quand on les a intubés, il faut les sevrer. Il faut les désédater le plus rapidement possible et se poser la question tout le temps. Donc ça, c'est pour la partie qui est intubée. Donc c'est classique d'un test de sevrage. Pour les patients qu'on va garder en VNI, on va avoir pas mal d'asynchronie. Et en fait, c'est les deux dernières, ils ont des retards au déclenchement et ils ont des efforts inefficaces parce qu'ils sont très gonflés, ils ont des pressions téléexpiratoires positives importantes dans les alvéoles. Et donc, pour déclencher le ventilateur, il faut qu'ils arrivent à vaincre ça. Il y a des nouvelles asynchronies qui sont compliquées. On dit que comme ils poussent très fort avec l'abdomen, ça peut autodéclencher, tout ça. Bon, on va faire très simple. En gros, aujourd'hui, quand on a un BPCO, on voit qu'il a une limitation du débit, ici. On voit ces petites encoches-là. C'est ça, les efforts inefficaces, qui n'entraînent pas, ici, vous voyez, de déclenchement du ventilateur si on met la pression musculaire. Le patient a fait un appel, mais il ne s'est rien passé. Et donc ça, c'est problématique parce qu'en gros, sa fréquence neurologique par rapport à ce qu'il est capable de faire, il y a un décalage. Et donc, il dépense de l'énergie, il crée du CO2 et ça n'est pas expiré. Donc là, ça veut dire qu'il y a trop d'efforts inefficaces. On voit un délai de trigger. On met du temps entre la contraction du diaphragme ici et l'ouverture de la valve. Il y a un délai. Et pareil, il y a un temps en excès. Et donc, il faut recadrer ce patient. Et donc, il y a deux systèmes qui sont très simples. Comme c'est un mode en pression, l'aide inspiratoire, vous pressurisez moins longtemps. Et vous donnez, donc tout le monde dit c'est pour donner plus de temps expiratoire. Non, le temps expiratoire, en fait, il sert pas à grand-chose. Plus vous êtes malade, moins ça aura d'effet de donner plus de temps expiratoire à un BPCO. Ce que vous faites, c'est que vous raccourcissez le temps inspiratoire et ils vont vous donner moins de volume. Et c'est ça qui marche. C'est ce qu'avait montré Arnaud Thiel dans les années 2000 avec Laurent Brochard et qui avait compris comment régler les ventilateurs pour ces efforts inefficaces. Donc en fait, on va baisser le temps inspiratoire ou baisser le niveau d'aide, il y aura moins de volume. Donc le patient va avoir moins de volume à expirer et du coup, il va augmenter sa fréquence respiratoire alors que vous l'assistez moins ou moins longtemps. Et ça, c'est bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la fréquence qui augmente ici, parce que maintenant, il n'y a plus d'effort inefficace. Et en fait, la fréquence neurologique et la fréquence du patient se mettent à coller. Donc en fait, un patient qui arrive et qui a 12 ou 13 de fréquence sur le respirateur, un BPCO, ce n'est pas possible, c'est qu'il a plein d'efforts inefficaces. Mettez un volume courant à 6 minutes kg avec le niveau d'aide ou avec un TI plus court, et vous allez voir la fréquence augmenter. Ça c'est sa vraie fréquence neurologique. Et en fait, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça pour régler le ventilateur du BPCO. On met une PEP externe parce qu'il a de l'autopep, en gros entre 5 et 10. La moyenne, c'est 8. Ça avait été bien montré par Jordi Mancebo dans les années 2000. On peut faire de la ventilation en OptiFlow. Donc ça, pourquoi pas. Alors on ne met pas des FiO2, mais on met un gros débit de gaz frais dans le nez. Et c'est vrai que ces études d'équivalence, de non-infériorité, et comme ça lave l'espace mort, ça peut avoir un effet en termes de diminution de la fréquence respiratoire donc et de la pression transdiaphragmatique, et donc du pressure time product œsophagien, qui est un reflet du travail respiratoire. Donc ça se fait un peu, peut-être chez vous. Bon, moi, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours fait de la VNI, mais on pourrait faire de l'OptiFlow. Pensez que l'OptiFlow, ça fait un tout petit peu de PEP. Et que du coup, quand vous avez par exemple de la trachéomalacie, qui est assez fréquent chez ces patients respiratoires, c'est quand même bien de mettre de la CPAP au moins. Donc je pense que la VNI quand même garde sa place. Et puis la greffe, c'est quelque chose qu'on pourra penser pour ces patients-là. Ça ne marche que chez les patients les plus graves. Sinon, les autres, il ne faut pas y penser. Et donc la médiane d'âge, c'est plutôt 60-65 ans. Et on arrête de transplanter après 65-70 ans. Donc il faut les avoir ciblés avant. On peut emmener la VNI à la maison, ils feront moins de crises, ils reviennent moins, mais ils sont quand même à revenir, et à la fin, ils meurent, donc je ne sais pas si c'est vraiment un plus. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur la prise en charge des BPCO, voilà. On peut dire que la classification de Gold, franchement, pour vous fixer une idée aux urgences, c'est déjà largement suffisant, et vraiment savoir lesquels on traite et ceux chez qui on arrête. Moi, c'est plutôt ça mon quotidien aujourd'hui. J'ai beaucoup de fumeurs dans le Pays Basque, parce qu'il y a l'Espagne avec les clopes pas chères juste à côté. Donc je peux vous dire, quand les clopes sont pas chères, on filme beaucoup plus, il y a beaucoup plus de BPCO. Voilà, j'ai fini.